Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Five, four, three, two, one, zero. All day. Retrouvez Andé, animé par Ludovic Gavard. Ce soir, c'est une émission spéciale équipe de France. Après l'échec de l'Euro et cette 11e place, les experts sont retrouvés cette semaine pour un stage autour de 2 matchs contre les Suisses. 2 matchs de victoire. Les Bleus nous ont-ils rassurés? Vous ont-ils rassurés, chers auditeurs? La question vous est posée et sera posée également à nos spécialistes hand. Pour nous parler de ces 2 test-matchs ainsi que de son équipe de Dunkerque, Sébastien Bosquet nous fera la gentillesse d'être parmi nous dans quelques secondes. On connaît désormais les 12 pays qualifiés pour les Jeux Olympiques de Londres. À partir d'aujourd'hui et chaque semaine, une équipe parmi les 12 sera passée au crible par nos experts et on leur demandera la place finale de cette équipe. Aujourd'hui, zoom sur la première équipe, c'est la Serbie. Alors, on aurait dû avoir Sébastien Ostertag et malheureusement, retenu par des obligations personnelles, il ne sera pas présent, mais promis, il nous fait la promesse d'être là la semaine prochaine, sans faute. Nouvelle rubrique dans l'émission, en alternance avec l'édito de la semaine. Cette semaine, c'est le site du jour, vu par Benoît Perabou, et c'est Femmes de sport, à l'honneur avec Florian Polto Gomez. Comme chaque lundi, je suis entouré d'irréductibles fans de handball. Le lundi de Pâques n'est pas férié pour lui et ses coéquipiers de Tremblay, entraînement dès 10h du matin. Bonsoir Benoît, toujours un plaisir, comment vas-tu? Bonsoir à tous, toujours un plaisir aussi. Et très belle émission, j'espère, encore ce soir. Ouais, comme d'habitude, devenu culte, désormais incontournable, l'interview décalée de stade qui fait fureur. Bonsoir Pat. Bonsoir à tous et à tous. Et le petit dernier de la bande, Thomas Mirade, le journaliste de Handé pour Handplanet. Salut Thomas. Salut à tous. Alors, avant de commencer l'émission, je voudrais remercier quelques personnes comme Nadège Coulet et Vanessa Kalfa qui nous aident vraiment à nous développer, à la Fédération Française de Hand qui pub et poste notre programme, à Stéphane Cambriel qui accepte de nous aider pour le grand jeu concours qu'on va pas tarder à mettre en place, et bien sûr vous, chers auditeurs, qui êtes de plus en plus nombreux sur la page Facebook et à nous écouter tous les lundis à partir de 20h. Donc on va appeler tout de suite Sébastien Bosquet, ça va être du direct. Donc on espère qu'il n'y aura pas de soucis techniques, mais bon, normalement non, ça passe par téléphone. Voilà, c'est du direct. Vous entendez la sonnerie de Sébastien. Il va pas tarder. Allô? Oui, bonsoir Sébastien. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté l'invitation et vous êtes en direct sur Andé. Oui. Alors, tout d'abord, l'équipe de France se sont retrouvées pour une semaine de stage en cours de cette semaine axée sur la réflexion et le bilan de l'Euro serbe. 2 matchs étaient au programme, des champions du monde contre la Suisse. Alors Sébastien, avant de parler de ces 2 matchs, comment s'est passé les retrouvailles? Les 2 premiers jours, était dédié dans un premier temps à quelques tests et puis ainsi un retour, faire un petit bilan sur l'Euro justement, et puis voilà, et puis mettre un peu pas mal de points au clair avant de repartir justement sur la préparation des Jeux. Alors comment ça s'est passé ce bilan? C'était accompagné de séances vidéo, c'était individuellement, c'était collectivement, vous avez pu vraiment tirer un trait et repartir de l'avant? Oui, c'était collectivement, il y a eu de la vidéo, il y a eu un peu de tout, d'échanges, et puis voilà, c'était surtout ne pas repartir sur une autre préparation avec des états d'âme ou des trucs à reprocher ou enfin voilà, c'était vraiment dans un sens très constructif, et puis surtout ça a permis à l'équipe de repartir seulement pour la prépa des Jeux. Alors, est-ce que dans ce petit regroupement, c'est une question auditeur, est-ce que vous avez parlé de l'affaire, entre guillemets, Nicolas Karabatic et Jérôme Fernandez? Oui, c'est comme je disais précédemment, et ça en fait partie, cette discussion a fait partie des 2 premiers jours, et puis voilà, je pense qu'il y a eu un petit concours entre journalistes, entre joueurs, et puis bon voilà,
c'est des choses qui sont oubliées. Et puis voilà, Jérôme et Nicolas sont des garçons très intelligents et ils n'ont pas besoin des médias pour se dire ce qu'ils pensent l'un de l'autre. Et voilà, je pense que là, il y a plus de polémique à avoir par rapport à ça. Et puis voilà, c'est à l'image du groupe France, de toute façon, tout simplement. Alors, on a vu pas mal de reportages et de photos. Il y a une sacrée ambiance. On vous a vu rigoler, notamment avec cette fameuse séance de cryothérapie. Alors, à quoi consiste cette séance? En fait, il y a trois niveaux de 3 degrés. On rentre dans un sas où il fait au moins 10 degrés, dans un second où il fait moins 160, et le dernier qui fait moins 110, où là on reste 3 minutes. Donc ouais, c'est plutôt impressionnant. Les premières fois, moi, personnellement, j'avais déjà fait au CERS à Cap-Breton, mais c'est vrai que c'est toujours rester 3 minutes à moins 110 degrés, c'est toujours impressionnant. Ouais, on a vu vraiment pas mal de fou rire avec cette séance. Pour parler un peu du terrain avec du recul, quelle analyse faites-vous de ces deux matchs? C'est plutôt positif parce que voilà, on avait à cœur de renouer avec la victoire déjà dans un premier temps. Et puis voilà, on est toujours ravis de jouer devant notre public français. Et puis voilà, et puis repartir comme je disais précédemment sur une bonne dynamique et puis être serein pour le début de la préparation. Et puis vous, à titre personnel, comment s'est passé ces deux matchs? Est-ce que vous êtes confiant pour la liste vraiment réduite de 14 joueurs au JO? Dans un premier temps, il fallait déjà que je renoue avec le terrain, avec la sélection, parce que même si c'est vrai que j'avais fait la prépa pour le championnat d'Europe, j'avais pas participé aux 2 matchs amicaux contre la Norvège. Donc mes derniers matchs remontaient, vu que j'avais été blessé au début septembre, à la tournée en Argentine. Donc voilà, il fallait déjà que je prenne mes repères, et puis ça s'est plutôt bien passé. Voilà, content du jeu que j'ai pu proposer en attaque. Surtout voilà, que Claude m'ait fait confiance un peu en défense, et ça, voilà, j'avais à cœur de montrer qu'il pouvait, sur peut-être des périodes courtes, mais avoir un rôle en défense. Benoît? Moi, je t'ai trouvé très très serein là, dans l'équipe de France. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu comme ça. Est-ce que c'est parce que t'as vraiment pris un rôle et que maintenant tu fais partie des cadres de cette équipe, ou c'est parce que tu es en pleine possession de tes moyens physiques et du coup tu te lâches complètement? Ouais, je partirais plutôt sur la deuxième hypothèse. C'est vrai que dernièrement, c'est vrai que j'ai quand même eu pas mal de pépins qui m'ont à des moments importants coupé dans mon élan. Je parle de mon rupture du tendon d'Achille en début 2008, qui m'empêche, qui me permet quand même de faire la prépa des jeux, mais qui, comme je manquais de rythme, on était 16 et on est parti avec toi, j'étais 16e. Et puis voilà, et puis surtout, là je me suis blessé début septembre. Et voilà, pendant 2 mois, et depuis là, j'enchaîne plutôt les bonnes performances. Je suis très bien dans ma tête, donc très bien dans mon hand. Et puis voilà, et puis là j'avais à cœur aussi comme je disais précédemment, de montrer que le vrai visage du Bosquet. Donc voilà, et puis surtout ce qui m'a fait vraiment plaisir, voilà, parce qu'il faut quand même rester lucide, et je sais que c'était Suisse, planté par rapport à justement ce qui va arriver derrière. Mais surtout, voilà, le fait d'être en défense, ça me permet de me mettre beaucoup mieux, plus facilement dans le match que quand je suis utilisé qu'en attaque, où voilà, si je ratais à l'époque, j'ai raté mes 2 premières attaques, j'avais tendance à m'apitoyer un peu, et puis vu que je faisais pas la défense, je sortais, donc ça me laissait le temps justement de cogiter. Donc voilà, je pense que ça c'est aussi un plus par rapport à mes performances. Stan? Bonsoir Sébastien. Est-ce que tu as une sorte d'appréhension vu que tu as loupé l'Euro pour une blessure là sur les matchs de préparation, ou tu te lâches, tu vas à fond? Non, je pense que voilà, par expérience par rapport à mes blessures, c'est vrai que j'ai jamais, quand je suis revenu, j'ai jamais cogité, et puis voilà, d'autant plus, c'est vrai que j'étais absent de l'Euro. Donc voilà, maintenant là je suis de retour, et puis voilà, j'ai lâché les chevaux à 300%, j'ai rien à perdre. Enfin, si quand même, je suis aussi. J'ai quand même quelque chose de gros à gagner surtout, donc voilà, je vais me lancer à 200% pour être performant, pour bien finir la saison déjà
déjà avec Dunkerque, et puis après, bah, être au top pour débuter la prépa des Jeux. Alors, transition toute trouvée, Sébastien, pour parler un peu de votre club. Dunkerque s'est incliné face à Créteil, ce qui vous relègue à 5 points de Chambéry. C'est fini cette deuxième place? C'est fini. Je sais pas, hein, j'ai envie de vous dire oui, j'ai envie de vous dire non. Maintenant, c'est vrai que 5 points, ça va être difficile, mais c'est surtout, voilà, encore une fois, on était sur une bonne série et on perd avec tout le respect que j'ai pour Créteil. C'est vrai que voilà, quand on a les objectifs qui sont les nôtres, c'est-à-dire de participer à la Ligue des Champions, bah, c'est toujours, voilà, ça fait toujours un peu de tâche entre guillemets. De perdre à Créteil, même si Créteil a tout à fait mérité cette victoire et a très bien joué, et ce qui n'était pas notre cas. Mais bon, voilà, quand on a des objectifs élevés, on ne peut pas se permettre de perdre des points en route. Donc cette équipe de Dunkerque quand même qui vise la Ligue des Champions, j'imagine, vous faites quand même un beau parcours et c'est très serré entre Chambé, Saraf, voire même Nantes. Qu'est-ce qui va faire la différence? Parce que vous avez quand même un calendrier difficile. Je crois que vous jouez Montpellier, vous jouez Toulouse. C'est des gros matchs qu'il faudra pas perdre et prendre des points, surtout contre Montpellier. Oui. Bon, Montpellier, vous savez, c'est toujours même si on joue toujours pour gagner, mais voilà, on va pas se mentir, c'est toujours un bonus de jouer contre Montpellier. Donc c'est vrai que on va y aller pour gagner, bien entendu. Maintenant, c'est surtout, voilà, vous parlez de Toulouse, bah, ce sera Toulouse à la maison, ce sera Nantes à la maison aussi, ce sera surtout des matchs à l'extérieur, comme Cesson, donc à Paris, donc voilà, des gens qui vont aussi, qui vont jouer leur maintien, donc ça va être des matchs très difficiles, et puis bon, bah là, on a encore été une fois baptisé à Créteil, donc voilà, nous je pense que ça fait plusieurs fois cette année qu'on est plus ou moins prévenu, mais bon, malheureusement, on n'a pas encore retenu la leçon. Benoît? Oui, vous êtes donc en compétition pour justement essayer de prendre cette seconde place, voire troisième place pour jouer les qualifs pour la Ligue des Champions. Est-ce que tu penses que c'est un avantage ou un inconvénient d'être toujours en demi-finale de la Coupe d'Europe par rapport à vos ambitions au niveau du championnat? Bah, c'est vrai que par rapport à l'effectif, même si on a un bel effectif, mais bon, à un moment, voilà, c'est vrai qu'on a peut-être pas l'effectif pour jouer sur tous les tableaux, mais bon, je pense en même temps, voilà, quand on a les ambitions de jouer la Ligue des Champions, c'est qu'à un moment, on sait qu'on est susceptible de jouer tous les 3 jours. Donc voilà, à un moment, il faut être ambitieux. Donc voilà, ça fait partie des ambitions du club. Maintenant, non, je pense pas, parce que là, on avait l'occasion de rester au contact de Chambéry et de Saint-Raphaël, alors que là, justement, on avait une trêve de 15 jours. Donc malheureusement, on n'a pas su se mettre à l'abri avant cette trêve. Et donc par rapport à cette Coupe d'Europe, alors, est-ce que voilà, vous avez joué Magdebourg, qui paraît quand même une belle équipe allemande, mais avec le retour chez vous complètement à votre portée. Quels vont être les mots d'ordre pour jouer cette demi-finale? Ouais, je pense que voilà, là, quand on regarde un peu les 4 équipes qui sont dans le dernier carré, on est plutôt le petit poussé. On a l'avantage justement de recevoir au retour. Et voilà, il va falloir faire attention, parce que jouer à Magdebourg, j'en ai parlé un peu avec les frères Gilles, chez eux, qui viennent de perdre là-bas d'ailleurs, justement. Donc difficile, et ça peut aller très vite, parce qu'il y a déjà une superbe équipe, il y a une belle équipe, même si c'est vrai qu'il y a un ou deux titulaires qui seront absents, mais voilà, et surtout poussé par un public qui sera, je crois, aux alentours de 6-7 000 personnes. Donc voilà, il va falloir gérer tout ça émotionnellement, et pour à la limite gagner, et bon, creuser, avoir le moins d'écart possible pour que ce soit possible le retour à la maison. Ouais, ça va être une chaude ambiance. Hein. On a une petite question d'un auditeur qui nous demande si vous avez des nouvelles de Nicolas Karabatic, qui est sorti sur blessure. Est-ce que vous avez des nouvelles sur sa gravité de sa blessure? Non, parce qu'il devait passer des examens. Il doit passer des examens demain dans la matinée. Vu qu'aujourd'hui c'était férié, donc je pense qu'il doit passer des examens demain dans la matinée. Donc j'avais prévu de l'appeler demain, mais c'est vrai que on n'a pas plus de nouvelles que ça. Apparemment, ça paraissait pas très grave, mais bon, il fallait quand même attendre les examens. Oui, on l'espère. Un petit mot quand même de votre cas un peu plus personnel. Il vous reste combien d'années de contrat avec Dunkerque? Il me reste encore un an.
Un an et vous comptez prolonger, vous comptez peut-être aller voir ailleurs. Est-ce que vous avez des pistes? Oui, c'est vrai que j'ai quelques pistes parce que bon, il y a eu, je pense que vous avez dû en entendre parler un peu l'épisode de Bosquier, restera pas, avant que le championnat reprenne. Et puis bon, voilà, on m'a fait une proposition qu'on m'a retirée. Donc voilà. Et puis bon, moi, j'avais l'intention je voulais prolonger mon contrat dès maintenant, ce qui m'a été dans un premier temps accepté et puis après refusé. Donc voilà, on verra très bien. Mais voilà, pour éclaircir un peu le sujet, c'est vrai que je m'étais pris un peu trop la tête cet été avec tout ça. Maintenant, voilà, j'ai un agent qui s'occupe de tout ça. Moi, j'ai des objectifs avec le club, et un très important cet été, donc je reste sur ça à 200%. Le reste, pour l'instant, c'est pas moi qui m'en occupe. Et vous serez susceptible d'accepter un engagement dans un club étranger? Oui, pourquoi pas, oui. Bon bah écoutez, Ouais, je commence à avoir quelques contacts vu que le club de Dunkerque m'a dit que si je trouvais quelqu'un qui me proposait plus que Dunkerque au niveau du temps, j'étais libre. Donc, ah donc ouais, voilà. ah ouais, ouais, c'est vrai que Pour c'est, ça que la porte est ouverte. ouais, Mais encore une fois, voilà, je vous réponds parce que vous m'avez posé la question, mais enfin moi j'en fais pas un cas. Pour l'instant, voilà, le plus important c'est d'être performant, de bien finir la saison avec Dunkerque et surtout derrière les participer au jeu. Et au niveau de l'équipe de France, est-ce que vous avez pensé déjà à l'arrêt de votre carrière internationale? Si malheureusement vous ne faites pas partie des 14 au JO, est-ce que vous allez continuer avec les Bleus? Oui, vous savez, ça c'est pas. Si j'avais pu décider d'aller à l'Euro, je serais à l'Euro, donc c'est pas moi qui décide. Non, moi voilà, à partir du moment où le sélectionneur me sélectionne et que je suis voilà, au niveau, il n'y a pas de raison que je m'arrête. Hein. Enfin, voilà, mais c'est pour ça que moi, voilà, dans ma tête, c'est comme je vous dis, je le répète, c'est vraiment à court terme. Là, c'est vraiment un objectif pour moi très important. J'ai raté ceux de 2008, donc là, j'ai vraiment à cœur de tout faire pour y participer. Alors que justement, cette fameuse liste de l'Euro, ça va être très difficile. 14 joueurs. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez peut-être des mots qu'Onesta vous aurait dit pour avoir sa confiance pour le 7 juillet, je crois qu'il donnera sa liste. J'imagine que jusqu'au 7 juillet, ça va être super long et il faudra se donner à fond, quoi. Ouais, voilà, je pense que moi, je suis pas dans l'optique où je me dis, voilà, il faut que je regarde ce qui se passe, écouter ce qui se dit. Je suis plus voilà, dans l'état d'esprit de faire, voilà, déjà de pas être blessé d'ici là, enfin, je vais pas me porter la poisse, mais après, voilà, d'être performant, de faire une super préparation, et puis après, voilà, que moi, j'ai rien à regretter, et puis après, bon, bah voilà, malheureusement, c'est pas moi qui décide, mais voilà, que je reste sur la dynamique que j'ai pu montrer, voilà, sur la semaine, et puis après, voilà, les choix seront faits, et je les accepterai, mais en tout cas, je vais vendre chèrement ma peau. Ouais, on a besoin d'un Sébastien Bosquet au JO. Un petit mot quand même sur votre avenir lointain, votre reconversion. Est-ce que vous avez déjà pensé? Est-ce que ça sera dans le monde du hand? Mais j'aimerais bien faire la formation manager général. D'accord. Donc voilà, c'est vrai que j'avais dans l'optique de faire en 2013. Enfin, c'est pour 2 ans, donc 2013-2015. Maintenant, on verra. Peut-être qu'il y aura aussi des changements par rapport à mon futur un peu plus lointain. Benoît, tu voulais rajouter quelque chose? Non, je disais que cette formation était vraiment très reconnue et recherchée, et du coup, voilà, il y a beaucoup de prétendants. Et moi aussi, j'aurais bien aimé participer à cette formation. Ouais, je sais qu'il y a pas mal d'handballeurs de plus en plus qui tendent vers cette formation. Exactement. Petite dernière question avant de passer à une petite interview décalée de Stan. Onesta, qui est reconduit jusqu'en 2016-2017 et qui désire que ça soit un pilier du groupe France qui reprenne sa succession. Vous avez un petit mot à dire sur ça? Est-ce que c'est bien quand même que ça soit
un joueur de l'équipe de France actuelle qui reprenne derrière Claude, ou alors il faut vraiment une coupure et prendre un coach extérieur du groupe France. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, sans faire de langue de bois, c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Après, vous voyez, c'est des choix qui seront faits. Enfin, je sais que Claude, de toute façon, a re-signé jusqu'à 2016, c'est ça, 2017? Ouais, c'est ça, 2016. Donc voilà, après, voilà, ce que j'ai pu lire aussi, moi, dans les journaux, c'est qu'ils voulaient justement que ce soit un ou deux anciens joueurs, enfin, ou actuels joueurs, qui soient au contact de l'équipe. Et donc voilà, après c'est comme tout, hein, j'espère pour eux que ça fonctionnera. Et à voir, mais pourquoi pas, oui, c'est vrai que l'équipe de France, cette génération, vit complètement différemment de ce qui peut se passer en club. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que Claude aimerait que ce soit un joueur qui ait connu justement cette génération. Allez, on va passer à l'interview décalée de Stan, hein, quelques petites questions assez sympas. Stan? Ouais, bah rebonsoir Sébastien. Donc sur cette petite interview, je vais te tutoyer. Hein. Oui, pas de... Ah bah, c'est gentil. Je voudrais savoir, et tout le monde aimerait savoir aussi, ton meilleur et ton pire souvenir handballistique. Bah, c'est bizarre parce que c'est ma non-sélection pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, parce que je m'en souviendrai toujours, hein, on était sur Strasbourg, donc c'était la fin de notre tournoi, et puis la fameuse dernière réunion où on se retrouvait à 16 et on prenait 15, et malheureusement c'est moi qui suis resté sur la touche. Et puis pour mon meilleur, en fait, je dirais toutes les montées sur les podiums, où voilà, c'est vraiment la mission du travail bien accompli, et voilà, c'est un groupe où on partage beaucoup de choses, donc je dirais ces moments-là. Toujours mauvais perdant? Pardon? Toujours mauvais perdant? Oui, plutôt mauvais perdant. Alors, qu'est-ce que la rougaille saucisse? Un rougaille saucisse, c'est mon plat préféré, c'est le plat de la Réunion. Et c'est vrai que, bon, étant très ami avec Daniel Narcisse, je vais assez souvent à la Réunion, et voilà, je finis par parler créole, mais bon, pour l'instant, je suis qu'au point où je mange le rougaille saucisse. Donc c'est un plat avec du riz et à base de sauce et de saucisse. Voilà. Ok. C'est très bon. Ça a l'air appétissant. Je te crois sur parole. À quand le nouveau site? À quand le nouveau site? Le nouveau site. Sébastien Bosquet, il n'y a pas un site qui est prévu, non? Sébastien Bosquet? Il y a un site qui va bientôt sortir, donc ça, ce sera mon site officiel. Par contre, là, je viens de sortir un site pour mes stages, enfin, pour mon stage pour l'instant. Donc, c'est stage en Nord, N-O-R-D, sebbosquet.fr. Voilà. Ouais, et c'est un stage qui se déroulera du 26 août au 1er septembre, c'est ça? Tout à fait, à Dunkerque. D'accord, donc tous les garçons et filles licenciés de 13 ans à 17 ans sont les bienvenus. Donc on les invite, on mettra sur le site l'adresse de Sébastien pour son stage, hein, bien sûr. J'en étais où? Moi j'en étais là. Alors, on passe directement alors aux questions-réponses, hein, bien sûr. Et depuis un petit certain temps, il n'y a plus de joker. Hein. Donc j'ai essayé de faire sympathique. Hein. Gaucher ou droitier? Okay. Gaucher. Facebook ou Twitter? Facebook. Paddle ou sandball? Sandball. C'est la petite question aussi qui fait polémique sur RTS, mais on est obligé de la sortir à tous nos invités, hein, même si les absents ont toujours tort, tel Michael Illes. Michael Illes ou Benoît Perabou? Benoît Perabou. Parc Astérix ou Disneyland? Disneyland. Vous me suivez, c'est pas possible parce que Non, pas cette semaine, je pouvais pas. La pêche ou le golf? Ah, les deux. Il n'y a plus de joker malheureusement. La pêche, allez. D'accord. Ça fera plaisir aux frères Gilles.
Et bien sûr, la question qui peut nous porter préjudice, RTS ou RTL? RTS. Impec, Parfait. c'est gentil. Et Stan, oui, la phrase, je- attends. j'en rajouterai peut-être deux. Quand même, parce que bon, on n'a plus de joker à cause de Didier Dinard, donc faudra lui sortir hein, la prochaine fois, Sébastien. Mais j'ai envie dans Constantini ou Onesta? Je dirais Onesta parce que j'ai pas connu Daniel, donc Onesta. Et Caraboué ou Dumoulin? Caraboué. Allez, Stan, je te laisse. D'accord. Et content que Claude Onesta soit aussi reprolongé et qu'on lui fasse encore confiance dans ses fonctions. Oui, bah, je pense que il a démontré ces dernières années qu'il avait réussi à avoir des résultats, donc oui, bien sûr. D'accord. Donc Sébastien, la petite phrase hein, que tous nos invités ont la gentillesse de dire pour nous. Hein. Je vais essayer de la dire avec un anglais bien de chez nous. Alors ici Sébastien Bosquet, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ici Sébastien Bosquet, bienvenue sur Talk and Sport. Radio Talk and Sport. Pardon? Radio Talk and Sport. Ah, il faut la refaire alors. Bonjour. Ah, il faut la refaire. Ouais. Bonjour. Sébastien... on la refait, allez. Vas-y, tu me la redis? Vas-y. Alors Allez, ici ça- Sébastien Bosquet, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Ici Sébastien Bosquet, bienvenue sur Radio Talk and Sport. Merci Eh ben, c'est Sébastien. parfait. C'est parfait, Sébastien. On espère vous avoir quand vous aurez un peu plus de choses à nous dire sur votre avenir. Hein. On espère pourquoi pas avoir l'exclusivité, ça serait sympa pour notre radio. Pourquoi pas, mais je vous répète, c'est vrai que c'est pas... Voilà, pour l'instant, c'est dans les petits papiers, mais c'est mon agent surtout qui s'occupe de tout ça. Et moi, je suis à 200% sur le terrain. Ouais, et puis on espère vous voir quand même du côté de Londres cet été, parce que Ouais. vous faites partie quand même des indispensables pour ces JO. Merci Sébastien d'avoir été avec nous, et puis je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que votre journée à Euro Disney s'est bien passée et que vous avez pu en profiter. Bah, merci, je vous remercie et à bientôt. À bientôt Sébastien. Merci, ciao, Au ciao. revoir. Ciao ciao Seb. Donc voilà, c'était Sébastien Bosquet qui était en direct, hein, vous avez pu constater. J'ai trouvé quand même, Benoît, je sais pas si tu pourras être de mon sens, un peu un manque de respect de Dunkerque vis-à-vis de Sébastien Bosquet concernant son contrat prolongé, pas prolongé, on stop tout, si tu as une offre tu peux partir. Je trouve que c'est peut-être un peu un manque de respect, Benoît, non? C'est vrai qu'il a évoqué cette petite polémique, mais sur laquelle j'étais pas spécialement au courant, donc je suis un peu surpris par rapport à ses propos. Je le pensais vraiment faire partie des cadres et du projet futur de Dunkerque, et les dirigeants ont apparu un petit peu pas spécialement convaincus, donc je sais pas quel choix ils ont puisque ils sont quand même très très ambitieux. Ils ont encore montré qu'ils voulaient recruter encore fort et pouvoir jouer la Ligue des Champions. Donc je pense qu'un joueur comme Sébastien Bosquet, gaucher de pas loin de 2 mètres, fait partie de ces joueurs indispensables pour pouvoir prétendre à ce niveau. Donc le fait de le remettre un petit peu sur le marché et pas le verrouiller plus que ça, oui, m'interpelle un petit peu. Donc Ouais, parce que à voir dans le futur. Hein. c'est bien beau de le revendre, mais après le remplacer par qui? C'est autre chose. Ouais, parce que voilà, c'est quand même un joueur international. C'est pas n'importe voilà, avec des qualités quand même de tir assez impressionnantes. Donc quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est sûr qu'il a accumulé un peu les blessures, mais quand il est en pleine possession de ses moyens, c'est un très très bon joueur. Donc On l'a à suivre, vraiment à suivre. on l'a revu quand même revenir à un niveau plus que correct face à la Suisse. Hein. Donc effectivement, c'est Thomas, je pense que tu auras de quoi retranscrire, et j'étais un peu surpris aussi. Voilà, Mais est-ce que sur ça, s'il nous dit ça, c'est peut-être que Dunkerque a déjà anticipé, a déjà des pistes pour le remplacer, non? Vous croyez pas? Oh, c'est pour ça que je me suis pas avancé, mais je suis quand même un
Oui, c'est vrai, c'est surprenant. Il tape vraiment sur un très gros joueur allemand ou espagnol, mais en France, ça fait partie des deux meilleurs arrière-droits de France. Donc, Ce que j'allais dire. après, il faut taper sur l'étranger, donc c'est toujours un peu aléatoire d'aller chercher à l'étranger, ou sinon c'est plus cher, ou à moins que grâce au championnat espagnol, peut-être qu'ils ont des pistes peut-être un peu moins chères, parce que c'est vrai que Sébastien Bosquet doit faire partie quand même des gros salaires de Dunkerque. Donc, je sais pas, il y a peut-être aussi une stratégie qui est mise en place derrière, mais ça, on connaît pas non plus tous les aboutissants, donc peut-être c'est ce qui joue dans la balance, mais sinon c'est vrai que c'est un peu surprenant quand même. Ouais, un peu surprenant. Dans quelques instants, 5 minutes pour être exact, Florian Bolto-Gomez sera avec nous pour nous parler de son site. Juste avant, quand même, je vous le disais, chaque semaine, on fera le tour d'une équipe qui s'est qualifiée pour les Jeux Olympiques. Donc aujourd'hui, ça va être la Serbie. Vous retrouverez sur le site un peu les classements de Benoît, de Thomas, de Stan et de Mika par rapport aux 12 équipes engagées. Alors la Serbie, c'est quand même la vice-championne d'Europe en titre. C'est une équipe qui s'est qualifiée vraiment à la dernière minute au goal average par rapport à la Pologne dans le tournoi qualificatif olympique. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Thomas, de cette équipe serbe, et sur les 12 équipes qu'il y a engagées, tu les vois finir à quelle position? Sur les 12 engagés, je les vois Alors, finir... sachant Thomas que la Serbie jouait chez elle, quand même, c'est un avantage. Justement, j'allais rebondir sur ça. Dire que bon, ils ont eu du mal à se qualifier, mais ce qui m'avait étonné, c'était à l'Euro, les voir en finale. En finale, ça m'avait étonné. Je voyais d'autres équipes plus fortes, genre comme l'Espagne ou quoi, mais ils n'ont pas réussi à se hisser en finale. Mais c'est vrai que, comme on dit dans certaines compétitions, que le public peut être le galvanisateur pour les équipes réputées plus faibles. On le voit dans tous les sports, et c'est vrai que Serbie à l'Euro a profité de son public pour se hisser jusqu'en finale, parce qu'ils m'ont étonné par le jeu. Après c'est une bonne équipe, mais je ne voyais pas à ce niveau, et c'est vrai que le public les a poussés, je pense. Mais après, c'est vrai que pour les JO, je les vois pas non plus faire une grosse impression. Je les vois sur 12, 6ème. Ouais, 6ème par là, je pense. Alors, Parce qu'il y a des équipes plus faibles. Je rappelle quand même les qualifiés. Je ne sais pas, non, je les ai pas rappelés. Donc, les 12 qualifiés sont la Grande-Bretagne, qui est le pays organisateur, la France parce qu'elle est championne du monde, le Danemark parce qu'elle est championne d'Europe, la Tunisie championne d'Afrique, la Corée du Sud championne d'Asie, l'Argentine championne des Amériques, donc l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, l'Espagne, la Serbie, la Croatie, l'Islande, la Suède et la Hongrie. Donc, il y a quand même du beau monde. Stan, avant de laisser la parole à Benoît, Stan, un petit mot sur cette équipe serbe. Oh, moi j'ai un petit peu le même avis que Thomas. Ils ont profité un petit peu que l'Euro se passe à la maison. Ils ont été pris dans la vague, on va dire. Donc non, là je les vois pas rééditer une grande compétition. Donc pareil, je les vois s'arrêter assez tôt dans la compétition. Alors, 6 sur 12 pour Thomas, et toi, tu les vois? Ouais, je dirais, allez, je vais les mettre dans le top 5, allez, quand même. Allez, 5ème, sachez que vous allez retrouver un peu tout le classement. Et vous pouvez jouer aussi, vous m'envoyez ça par mail au contact, et puis vous rentrerez dans cette petit concours qui n'engage que nous. Alors, Benoît, la Serbie, on le rappelle quand même, finaliste de l'Euro, qui a pas trop mal joué. Certes, il y avait son public pour elle, mais quand même, belle équipe, cette équipe de Serbie. Voilà, donc j'étais à moitié d'accord avec mes chers partenaires. C'est vrai que que le public les a bien galvanisés, et ça leur a permis de se transcender et d'élever un niveau de jeu, de jouer à un niveau de jeu assez impressionnant lors de cet Euro chez eux. Mais voilà, là, il a été démontré que ce tournoi qualificatif s'est joué en Espagne, donc plus sur leur terre, et qu'ils perdent seulement de 3 buts face à l'Espagne qui joue un très très grand handball en ce moment.
Ils font match nul contre la Pologne et donc ils battent l'Algérie. Donc non, l'équipe de Serbie a quand même de belles individualités. Après, peut-être au niveau de l'effectif, c'est peut-être un peu moins conséquent que d'autres nations. Mais sinon, au niveau de la qualité, il y a de nombreux joueurs qui jouent en Allemagne. Et comme Momir Ilic, l'arrière gauche qui est vraiment le maître à jouer de cette équipe, qui est vraiment très très fort en ce moment et sur de très grandes stats. Donc ils ont quand même une équipe capable de gêner quand même pas mal d'équipes. Après, comme je disais, je pense qu'au niveau de l'effectif, c'est un petit peu en dessous au niveau du nombre et que ça peut être préjudiciable sur des compétitions où il y a quand même un certain nombre de matchs à enchaîner. Donc ton pronostic final sur la place qu'occupera la Serbie à la fin de la compète? Après, il y a quand même l'histoire de poules, il y a quand même l'histoire de beaucoup de choses. On n'a encore pas les poules, donc c'est quand même compliqué de pouvoir tout de suite pronostiquer. Parce que sachant que le tirage au sort des 2 poules de 6, ce sera le 30 mai, je crois que j'ai lu ça. Ouais, exact. Et donc peut-être on verra un peu plus clair par rapport à la poule dans laquelle ils vont tomber, et savoir après qui ils vont croiser en fonction de leur place à la fin des poules, parce qu'ils vont sortir des poules, ça c'est pour moi c'est une certitude. Et après ça va dépendre de leur classement au sein de la poule, et s'ils tombent contre un gros d'entrée en quart de finale, c'est sûr que ça peut tout de suite les éloigner des phases finales. Donc c'est un peu compliqué à donner un pronostic tout de suite. Mais c'est quand même une des équipes qui peut quand même rentrer. Mes collègues disaient 6, ça va être, je pense aussi, dans Alors, 5-6e. Alors avant de passer à ta nouvelle rubrique, Benoît, parlons juste vite fait du match de l'équipe de France. Alors Stan, Benoît et Thomas, je vous pose la question, est-ce que l'équipe de France vous a rassuré? Thomas. Rassuré, oui et non en fait. Ils ont rassuré parce qu'ils ont fait le boulot, ils ont fait ce qu'il fallait. Moi j'étais plus rassuré par certains joueurs individuellement. Je pense à Cambrai qui a fait un bon deuxième match, un premier match aussi correct. Cyril Dumoulin aussi qui commence à percer et qui peut remettre en cause la hiérarchie, ça on verra plus tard. Et si je peux me permettre, Daouda Karaboué qui lui a rendu l'appareil. Il a fait un excellent match aussi, donc ça va être très difficile. Donc ça peut être c'est intéressant d'avoir des gardiens de ce niveau pour l'entraîneur pour choisir. C'est un choix difficile, mais quand il y a deux bons joueurs plus un excellent qui est au meilleur, donc il y a du choix. Donc c'est vrai que Dumoulin a fait le boulot aussi, donc c'est des bonnes promesses pour les JO. Et après, comme je te dis, c'était la Suisse aussi, il faut pas non plus fanfaronner, c'était que la Suisse. Comme l'avait dit Bertrand Gilles, il a dit que la Suisse, c'est pas la peine de s'enflammer non plus. Ni figue ni raisin. Non, ils ont fait le boulot, mais c'est vrai que l'adversaire était faible, mais ils ont fait le boulot après. Voilà, je suis pas non plus enthousiasmé. C'est vrai que ils ont trouvé certaines valeurs qu'ils avaient perdues en Serbie, c'est sûr. Alors Benoît, toi, rassuré ou pas? Non, mais comme le dit justement Thomas, je pense que c'était vraiment quand même que la Suisse. Et pour être honnête, j'ai vu que le premier match. Et la première mi-temps, j'ai trouvé vraiment encore beaucoup d'espace. Ils sont encore restés sur une défense assez haute, assez espacée. Et cette défense-là nous pose quand même sérieusement des problèmes. Et donc on a vu des enchaînements un peu chaotiques de la part des Suisses, parce que au niveau individuel, techniquement, c'est peut-être un petit peu en dessous, mais contre des équipes de plus haut tableau au niveau international, se retrouver plus facilement en échec, pardon. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est cette deuxième période où là, il y a une vraie réflexion avec un vrai changement de défense, une vraie alternative. Et voilà, c'est ce qui nous manque vraiment, parce que on voit de nos jours là beaucoup d'équipes jouent en 6-0. Donc je dis pas qu'il faille rester sur cette défense exclusive, mais je
pense qu'on a besoin d'avoir plusieurs systèmes défensifs opérationnels pour pouvoir vraiment mettre en difficulté l'équipe, être capable de jouer plusieurs systèmes. Et le fait de l'avoir testé, et en plus avec pas mal de réussite, puisque Dumoulin a été plutôt performant derrière sa défense comme Karaboué, c'est quand même ça c'est des bons révélateurs qui montrent aussi que on est capable aussi de faire évoluer notre jeu, même si on peut se reposer sur notre défense 5-1 qui est la base de l'équipe de France et qui, quand les joueurs sont pleinement concernés et en pleine possession de leurs moyens, peut être vraiment une défense très très difficile et très très éprouvante pour l'équipe adverse, qui demande énormément d'énergie pour gagner les duels face à de très grands défenseurs comme Bertrand Gilles, comme Karabatic. Voilà, donc ça aussi, ça épuise l'adversaire de faire cette défense-là. Donc je pense que celle-ci, il faut quand même s'appuyer dessus, mais d'avoir une alternative différente, c'est aussi de très bon augure. Donc moi, voilà, plus que de l'analyse un peu, voilà, je vois aussi des perspectives, ce qui a été dit pendant la semaine et ce sur quoi ils ont essayé d'évoluer par rapport à leur dernière sortie. Et ça, je trouve ça intéressant et ça, dans la continuité, ça va aussi poser vraiment des soucis par rapport à cette liste des 14, puisque là on a vu quand même prépondérant autant défensivement que offensivement quand Karabatic est un peu moins bien ou quand même il se blesse, comme ça a été le cas. Et donc son statut est en train de reprendre pas mal de points au niveau de la crédibilité par rapport à cette liste des 14, et du coup voilà, ça va poser encore plus de questions au coach, à moins que pour lui tout soit clair, mais c'est vrai que j'ai trouvé son rôle très important par rapport à lui. Allez, rapidement, Stan, rassuré, pas rassuré par rapport à ces matchs. En tout cas, on a vu quand même vraiment une équipe de France solidaire, en pleine osmose et vraiment toujours le sourire aux lèvres. Donc, je pense que du point de vue déjà, on est rassuré. Il y a vraiment un esprit d'équipe. Ouais, c'est une bonne nouvelle, c'est que ils arrivent quand même à gagner même sans Karabatic, hein, même si on va pas le répéter, c'est que la Suisse. Je pense que les matchs amicaux, faut pas trop aussi s'en servir, hein, on joue pas à 100% comme on dit, donc ouais, retrouver le goût de la victoire ensemble, je pense que ça peut leur faire que du bien. Tant que le groupe vit bien et est content de se retrouver, je pense qu'après ça se mettra en place tout seul. Allez, on a passé un peu ces 3/4 d'heure sur l'équipe de France. On va tout de suite enchaîner avec Florian du site Femmes de Sport, et ça sera une rubrique en alternance avec l'édito de Peragou. Je te laisse présenter Florian. Oui, Florian, on a eu la chance de se rencontrer sur un match à Tremblay. Ça fait partie des très grands acteurs de Twitter, parce qu'il s'en sert énormément, et donc c'est vrai qu'on s'était rencontrés par ce biais à la base. Ensuite, on a pu échanger un petit peu lors d'un match. Et parmi toutes ces occupations, il s'occupe d'un site exclusivement réservé aux femmes dans le sport. Et donc j'avais envie de le mettre à l'honneur ce soir dans l'émission pour qu'il puisse nous en parler et que voilà, on puisse un peu débattre sur tout le sport féminin à l'heure actuelle. Donc Florian, si vous pouvez nous parler un petit peu de l'origine de ce site, un petit peu comment t'es venu cette envie de le mettre en place. D'abord, bonsoir à tous. On m'entend bien là, c'est bon? Parfaitement. Ouais, impec, c'est super. En fait, pour essayer de résumer un peu, parce que l'histoire est un peu longue, l'idée m'est venue en fait quand j'étais stagiaire, puis embauché dans une grosse société où je bossais pour plusieurs sites internet, et qui avait à un moment donné vocation à faire des sites avec un ciblage très féminin. Donc il y avait un site sur la psychologie, un site d'Actu People, ils voulaient faire un site sur les chanteuses. Moi je m'occupais du site d'Actu People, ça me passionnait pas trop, c'est pas du tout mon domaine.
Et au détour d'une réunion, j'entends qu'il y a un site sur le sport féminin qui va se monter, donc je vais voir mon directeur et je lui dis écoute, moi le site de sport féminin, ça peut m'intéresser. Et lui me dit bah écoute, c'est pas du tout comme toi tu l'imagines, c'est un truc plutôt diététique, bien-être, donc on veut engager des nutritionnistes, des profs de fitness, des trucs comme ça. Donc ce que je n'étais absolument pas. Et puis en rentrant chez moi le soir, je me suis dit mais est-ce qu'il y a un site effectivement qui regroupe toute l'actu du sport féminin? J'ai regardé, j'ai cherché sur internet, il y avait vraiment rien. Donc je me suis dit bon bah écoute, t'as un peu de compétences vu que t'as fait un petit peu d'informatique à un moment donné. Tu sors de l'école de journalisme et tu te rends compte que c'est pas spécialement dur de contacter les gens. Ils ont besoin d'une exposition, donc de toute façon ils vont t'ouvrir les bras. Donc j'ai mis 2-3 mois avant de faire mûrir un petit peu ce projet. Et depuis février 2008, donc le site femmesdesport.fr ou femmesdesport.com, les deux sont disponibles, est en ligne avec une toute nouvelle version depuis la mi-mars. Et donc justement, comment se passent tes relations pour avoir l'intégralité de tes articles? Est-ce que avec qui tu travailles? Comment tu travailles pour pouvoir mettre à jour toutes les infos? D'où sortent les articles? Comment ça se met en place concrètement? Alors concrètement, déjà, il faut savoir que moi, c'est pas mon boulot à 100%. J'ai un autre métier à côté, donc je m'en occupe sur mon temps libre. Donc c'est beaucoup de travail. Ponctuellement, j'ai des amis qui me filent un petit coup de main pour aller à la pêche aux infos. Ça va être essentiellement effectivement d'aller déjà rechercher les infos sur les grands médias, de suivre aussi les matchs et les compétitions qui sont diffusées à la télé. Pour ça, c'est quand même, on se rend compte. Moi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de choses diffusées au final, hein, pas que dans le hand ou dans le basket, notamment sur le ski, le biathlon par exemple. La saison d'hiver est très bien couverte sur Eurosport par exemple. Derrière, j'ai aussi essayé de contacter progressivement tout ce qui est fédération, ligue, club, notamment dans le handball. Je me suis rendu compte des fois que, alors, il y a des fois c'était un petit peu difficile, il y a des gens qui sont un petit peu réticents, puis il y a pas mal de clubs ou même de fédés qui m'ont ouvert leurs portes et qui m'ont accueilli à bras ouverts parce qu'ils avaient il manquait éventuellement de relais d'information sur leur discipline, de relais d'information sur éventuellement leur sportive. Donc aujourd'hui je travaille essentiellement comme ça, c'est-à-dire que je reçois quotidiennement une dizaine de communiqués de presse venant de tous horizons différents, de tous sports différents. En fonction de ces communiqués de presse, je fais un tri, évidemment, il y en a qui sont pas toujours très intéressants. Et puis j'essaye de suivre l'actualité, de mettre des résultats en ligne. En ce moment, c'est un peu difficile parce que j'ai une activité professionnelle qui est assez prenante. Donc j'essaie de constituer une équipe autour de moi et petit à petit, on va être prochainement, on devrait être 4 ou 5 à s'occuper du site, ce qui va moi me décharger un petit peu d'une partie du travail et me permettre de me concentrer, déjà de me reposer un petit peu sur mon temps libre et puis de me concentrer sur d'autres choses. On va organiser des concours, on va mettre en place des partenariats pour faire gagner des places pour différents sports. Donc voilà, on commence à fonctionner presque comme une vraie rédaction et c'est un plaisir au quotidien. Alors, Tu recrutes alors, tu fais les entretiens d'embauche? C'est pas tout à fait ça. On peut pas dire que je recrute parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que Femmes de Sport ne gagne pas d'argent. Comme je viens en plus de changer de système de gestion au niveau du site internet. Avant, j'avais un espace pour la publicité que je n'ai plus maintenant, qu'il faut que je remette en place et ça prend du temps parce qu'il faut choisir le bon système, le bon affichage. Aujourd'hui, ça fonctionne aussi, je dirais, sur mes deniers personnels. Alors, dire ça veut dire, tiens, c'est bizarre, il sort beaucoup d'argent. Non, je sors pas beaucoup d'argent, c'est essentiellement de l'hébergement et de la maintenance du site. Donc ça tourne, je dirais, une 50aine d'euros par an au maximum. Après, effectivement, ce qui me coûte, ça va être les déplacements qui sont sur mes propres deniers. Donc j'ai pas les moyens, je dirais, de recruter tel qu'on peut le dire ou le percevoir. Maintenant, effectivement, j'accueille des bonnes volontés, des gens qui sont passionnés de sport comme moi, qui suivent l'actualité sportive, qui sont des passionnés de sport, que je connais ou que je côtoie
vais pas dire par tous les biais, mais aujourd'hui j'ai un ami qui va m'aider dans tout ce qui est constitution, structure du site, qui est un ami que je connais depuis 8 ans. On est parti 4 fois en Afrique ensemble et c'est un passionné de sport, notamment de basket. Donc lui il me file un petit coup de main sur le côté basket et sur la structuration du site. Là, Benoît, j'ai recruté Marion que tu connais un peu par Twitter. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou parce que je sais qu'elle est à l'écoute, qui va me donner un petit coup de main sur tout ce qui est handball. Je suis en train de recruter un ami aussi que j'ai rencontré par Twitter, qui en plus va pouvoir m'aider sur pas mal de choses parce qu'il suit vraiment tout. C'est quelqu'un qui a une maladie myopathique et qui donc malheureusement pour lui est un peu bloqué dans sa chaise roulante, mais qui est un passionné de sport, qui passe énormément de temps devant son ordinateur et que j'ai aussi de qui tu parles. Voilà, donc c'est Philippe, je pense que voilà, exactement. Voilà, qui lui en ce moment est un peu pris parce qu'il essaie d'organiser un petit voyage sur Paris, mais va me rejoindre certainement après. Il m'a déjà dit oui pour tout ce qui est JO, donc déjà dans l'optique de constituer une petite équipe qui va me permettre de pouvoir gérer les JO de façon complète. Parce qu'il faut savoir que moi les JO 2008, le site était tout naissant, je l'avais lancé en février, donc je me suis retrouvé sur les JO 2008 un peu tout seul. C'était à Pékin, donc avec un décalage horaire, j'avais un métier à côté. J'ai géré les JO 2008 tout seul pour femmes de sport, ça a bien marché, mais à la fin j'étais vraiment cuit parce que suivre 3 semaines ou 3 semaines et demie de compétition tout seul, se faire tous les sports en direct, avec les résultats, faire des articles, c'était un peu compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaie de constituer une petite équipe, parce qu'aujourd'hui, je dirais, si je prends à l'heure actuelle, Femmes de Sport, je m'en occupe à 95-97% tout seul. Donc j'ai pas spécialement le temps de faire des articles, je dirais, de fond, avec des analyses, des choses comme ça. On va être basé essentiellement sur du résultat, du relais de communiqué de presse. Et effectivement, quand j'aurai cette petite équipe de constituer, de roder, on pourra se permettre de faire des choses un peu plus intéressantes et de se présenter comme un vrai média alternatif pour nos internautes, ce qui nous permettra aussi d'être beaucoup plus concret dans ce qu'on veut faire. Florian, une petite question quand même sur l'évolution du sport. Donc handball, forcément on parle de handball. Est-ce que depuis que Femmes de Sport existe, tu sens un réel intérêt pour le hand féminin? Je dirais que cet intérêt, alors à titre personnel, moi l'intérêt il a toujours existé. Moi j'ai joué au handball pendant 5 ans en compétition, 3 ans en jeune et 2 ans en adulte quand j'avais entre 22 et 24 ans, donc ça remonte à 4-5 ans maintenant. Ma mère a joué pendant 30 ans au handball, donc elle a joué alors qu'elle commençait à être enceinte, elle a repris dès que je suis né, donc on va dire j'ai toujours baigné moi dans une ambiance de handball, donc j'ai toujours plus ou moins suivi les résultats du handball féminin. Et voilà, au moins de l'équipe de France. Ensuite, moi, depuis ce que j'ai remarqué depuis effectivement que j'ai fondé Femmes de Sport, c'est que les résultats de Femmes de Sport, les résultats du handball féminin sont en nette progression. Il y a pas forcément l'exposition médiatique qu'elles méritent, parce que même si elles ont des résultats, c'est vrai que par rapport au sport masculin, c'est un peu moins spectaculaire. Ça fait un peu moins d'histoire, c'est un peu moins traité, je dirais. Par exemple, le championnat de France de handball féminin n'est pas diffusé à la télé, mais il y a des résultats, il y a une professionnalisation qui s'est mise en place depuis 2-3 ans avec la Ligue féminine de handball qui n'existait pas avant. Donc tous les clubs aujourd'hui de la Ligue féminine de handball sont tous professionnels, c'est une condition sine qua non. Et depuis maintenant, je dirais 4-5 ans, on a aussi régulièrement des résultats dans les Coupes d'Europe. Alors c'est des Coupes d'Europe un peu mineures, ça va malheureusement pas la Ligue des Champions, mais il faut savoir que depuis maintenant 3-4 ans, la Challenge Cup, donc la 4e Coupe d'Europe, il y a toujours au moins 1 à 2 équipes françaises en demi-finale, voire une équipe française en finale, et ça fait 3 ans de suite qu'on a au moins une équipe française en finale de Challenge Cup, ce qui est quand même déjà au niveau des résultats et au niveau je dirais de l'exposition toujours un petit peu mieux. Ouais, effectivement, c'est vrai que le hand est en plein essor et on sera ravis. Enfin, on aura quelques invités féminines d'avoir votre professionnalisme sur le sport féminin et le hand en particulier dans Hand Day. Stam, t'avais une question, je crois. Ouais, moi je pense que ça devait être à peu près la même que Thomas, hein. C'est vrai, je me posais la question, quel est le sport féminin le plus populaire en France et
par rapport à ton site, tu dois le Alors, voir. ouais, je pourrais pas répondre à la question du sport féminin le plus populaire, mais ce que je peux dire, c'est que par rapport à Femmes de Sport, globalement, les parties de mon site qui sont les plus consultées sont le hand, le foot, le basket et le tennis. Voilà. C'est les trois, je dirais, c'est les trois sports qui sont pas les plus mis en avant par Femmes de Sport, mais c'est les trois parties, pardon, qui sont les plus visitées. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à ça. Déjà la médiatisation. Voilà, aujourd'hui le tennis féminin. Il y a des gens qui disent voilà, on n'en parle que pendant Roland-Garros. C'est pas tout à fait vrai. Il faut savoir que quasiment tous les tournois WTA sont diffusés par Eurosport. Donc pour les gens qui sont abonnés et passionnés de sport, ils voient quand même régulièrement du tennis féminin. Derrière, il y a le basket, le handball et le foot. Pourquoi? Parce que je dirais que c'est des sports collectifs qui ont l'habitude d'être un peu médiatisés. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple du basket et du handball, l'équipe de France les équipes de France sont régulièrement diffusées par la chaîne Sport Plus. Les matchs de Coupe d'Europe, donc d'Euroleague et de Ligue des Champions, sont aussi diffusés par la chaîne Sport Plus. Donc ça participe à quand même une belle exposition. Je dirais pas qu'elle est exceptionnelle ou quoi que ce soit, mais il y a quand même un intérêt pour ces disciplines. Après, le foot féminin, il faut savoir que c'est quand même assez récent. Il faut savoir que depuis 2 ans maintenant, c'est diffusé par Direct 8. Ça marche bien parce que Direct 8 est aussi une chaîne de la TNT, donc un média gratuit. Avant, l'équipe de France féminine, c'est Groupe Canal qui avait les droits. Les matchs étaient diffusés sur Canal Sport. Mais c'était quand même relativement confidentiel, il faisait pas tout un battage médiatique, c'était pas forcément en clair, fallait être abonné. Et à l'époque, je dirais que l'équipe de France n'avait pas encore cette culture de la gagne. Avec la Coupe du Monde qui a été en plus multidiffusée à la fois par Eurosport et à la fois par Direct 8, et les résultats qui ont emmené l'équipe de France jusqu'en demi-finale, ça a été quand même une belle exposition pour le football. Et effectivement, depuis la Coupe du Monde, on a sur Femmes de Sport un peu plus de visiteurs qui s'intéressent effectivement au football féminin. Donc récemment, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais j'ai récemment recruté, comme dit Benoît, une rédactrice qui m'aide, qui est actuellement en vacances à l'étranger, mais qui m'aide sur tout ce qui est football, puisqu'elle pratique le football depuis l'âge de 12 ans et qu'aujourd'hui en plus elle travaille pour Ouest France. Donc on va dire qu'elle a cette petite fibre journalistique qui me permet à moi d'avoir confiance en elle et d'avoir quelqu'un de confiance et de qualité en plus, parce que ces articles sont vraiment toujours bien écrits. Donc, chers auditeurs, hein, si vous avez l'âme d'écrire quelques articles sur le sport féminin, n'hésitez pas à prendre contact avec Femmes de Sport ou même contacter RTS. Hein, si vous êtes là-dessus, on fera suivre à Florian. Florian, est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner sur la fréquentation de ton site et sur quoi tu voudrais, est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Est-ce que à l'avenir proche tu voudrais monter ça en assos, pourquoi pas en micro-entreprise? Alors, j'ai plein d'idées. Je vais peut-être pas pouvoir toutes les dévoiler. Pour ce qui est des évolutions, quand on bosse sur un site comme ça, et je pense que vous êtes bien placé pour le savoir, il y a un moment où on a 1000 idées à la minute et on discute avec des gens et paf, il y a une réflexion qui se fait, pas forcément une idée qui vient, mais il y a une autre idée qui vous traverse la tête et vous dites attends, il faut que je note un truc. Des idées, j'en ai plein, des idées d'évolution, il y en a plein. Après, effectivement, il faut le temps. Alors, pour l'instant, effectivement, comme je le disais, on est tous bénévoles. Moi, le premier, j'y passe effectivement beaucoup de temps. On a l'idée depuis, je dirais maintenant 1 an et demi, de se constituer en association plus qu'en micro-entreprise. Pourquoi? Déjà parce que la micro-entreprise, il va falloir qu'on génère des revenus, et pour générer des revenus, il faut qu'il y ait quand même pas mal de trafic. Et pour l'instant, en termes de trafic, même si on commence à être bien référencé, à être, je dirais, bien reconnu, même par les gens avec qui on travaille et par les gens qu'on rencontre, les fédés, les ligues et les clubs, on n'a pas encore l'audience nécessaire pour générer du revenu. Alors pourquoi une association? On va être franc, le but c'est déjà d'avoir une structure juridique, tout bêtement parce que il peut arriver qu'à un moment donné
on écrive une bêtise sur le site, je ne vais pas dire qu'on se fasse attaquer, je ne l'espère pas, mais au moins ça va nous donner un statut déjà un peu légitime. Déjà aussi quand on va contacter des ligues, des fédés pour assister à des matchs ou à des rencontres ou être accrédité, ça va nous permettre aussi de leur présenter un projet plutôt que de leur dire voilà on est des jeunes qui veulent assister à un match gratos, parce que ça nous est déjà arrivé qu'un club nous dise ah ouais mais ouais, vous êtes pas des professionnels, vous voulez assister à des matchs gratuitement. Ah bah oui, non, en fait nous on est là pour l'exposition du sport féminin. Si vous ça vous intéresse pas, bah effectivement c'est pas la peine qu'on vienne quoi. Donc on s'est déjà heurté à ça et ça nous a surpris déjà, parce que on se dit que le sport féminin n'est pas toujours bien représenté ou pas toujours bien exposé. Donc quand on se voit fermer des portes comme ça, on se dit que c'est un peu bête. Et puis ça nous permet aussi de travailler sur un volet qui est un peu en sommeil, mais qui est un volet social, parce que on essaye de nouer des partenariats avec des associations et avec des clubs qui organisent des actions caritatives. Il y a des clubs de hand ou de basket, ça se fait beaucoup dans ces deux disciplines, qui font des actions avec des hôpitaux, avec des maisons, avec des handicapés, qui travaillent beaucoup avec des jeunes. Je pense notamment au club d'Issy les Moulineaux handball qui s'est allié à la RATP pour faire les mercredis du handball. Où un mercredi par mois, il y a des élèves de collège qui viennent pour faire un entraînement de hand coaché par les joueuses professionnelles. Donc j'ai eu la chance d'assister à ça, je sais plus si c'était en décembre ou en janvier, mais c'était super intéressant. Au niveau du basket, par exemple, la Ligue féminine de basket a carrément mis en place un programme avec tous les clubs qui s'appelle Marraines de cœur, où elles font effectivement ce genre d'action. Je pense à la dernière en date, qui est un club de la région de Chambéry, qui eux sont vraiment très très engagés et qui travaillent régulièrement avec un centre pour handicapés ou enfants trisomiques, où ils vont animer un mercredi après-midi par mois pas forcément une action basket, mais une activité ludique où les joueuses professionnelles vont jouer avec les enfants, elles vont faire des activités ludiques, travailler avec des ballons, des balles de tennis, des choses comme ça pour ça. Et puis on devrait normalement cette année, je l'espère si tout va bien, être partenaire d'un tournoi de basket, qui est un tournoi de détection, qui est un tournoi européen qui se déroule à Paris tous les ans, pour détecter des jeunes talents féminines du basket, et qui s'appelle She Got Game, voilà, qui se déroule au mois de juillet ou août, je sais plus, j'ai pas encore les dates. Ah, donc il y a plein de choses en perspective, c'est bien. Il y a plein de choses, ouais. Est-ce qu'il y aura un dispositif particulier pour les jeux alors? Comme j'ai dit tout à l'heure, je sais pas si on va pouvoir faire un dispositif particulier, parce que déjà pour le moment, comme je vous disais, moi j'ai un métier à côté, donc je peux pas me libérer déjà pour aller sur place. Et il y a un avantage et un inconvénient à ça, c'est-à-dire que l'inconvénient c'est que quand vous êtes sur place, je pense que tous les gens qui sont là, tous les journalistes de Vendée me comprendront. Quand vous êtes sur place, il y a quand même un intérêt, c'est-à-dire que vous voyez le match, vous pouvez aller en conférence de presse après, discuter effectivement avec les sportifs ou les sportives, faire une interview que vous montez après et tout ça. Sur les JO, qui est quand même un gros événement, je me voyais mal partir tout seul pour tout couvrir, c'était pas possible. Donc il y a peut-être il y a l'inconvénient de ne pas être sur place, mais il y a cet avantage-là aussi de se dire on va pouvoir tout centraliser en suivant les compétitions depuis la télé. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a France Télé qui a acheté les droits, met en place un système de multi-TV sur Internet, c'est-à-dire que sur leur site qui est francetvsport.fr, je crois, ou quelque chose comme ça, vous pouvez tout suivre en même temps. C'est-à-dire que vous avez une mosaïque avec toutes les épreuves filmées, et si vous voulez vous focaliser sur une épreuve, vous cliquez et paf, ça s'ouvre en grand. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, si je vais dire une bêtise sur l'athlétisme, il va y avoir une concentration sur, je sais pas moi, le 1500 mètres masculin, mais qu'à un moment donné, il va y avoir sur un autre site de l'escrime féminine. Moi je vais aller sur le site internet, paf, je vais suivre la compétition d'escrime féminine, et ça va me permettre d'avoir une approche beaucoup plus intéressante pour femmes de sport. Donc voilà, comme je disais, on va essayer de couvrir les JO avec une petite équipe. C'est aussi pour ça que j'essaie de constituer une petite équipe, comme je le disais tout à l'heure, pour essayer de couvrir un maximum de choses le mieux possible. Donc effectivement, je pense que d'ici juin,
On va essayer de voir en fonction des affinités de chacun, des disponibilités aussi, parce que tout le monde travaille, tout le monde sera pas en vacances. Il y en a qui seront plus disponibles le soir, il y en a qui seront moins disponibles le week-end. Je pense à par exemple Anne-Charlotte qui travaille à Ouest France. Elle travaille les vendredis, samedis, dimanches et lundis. Donc voilà, je vais pas lui en vouloir de pas être disponible le week-end. Elle a quand même un travail, c'est comme moi. Donc on va voir en fonction de notre possibilité. On va essayer de s'établir un calendrier et on va essayer de fonctionner comme une vraie rédaction, mais de manière bénévole. Et voilà. Alors pour conclure quand même, je t'avais promis de parler un peu de sport. Un petit mot quand même sur l'exode des féminines handball, des joueuses de handball qui s'exilent un peu à l'étranger et ne restent plus en France, contrairement aux sportifs, aux handballeurs français. C'est assez bizarre parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, en début de saison, il y a beaucoup de joueuses qui jouent à l'étranger et elles sont toutes rentrées en France, à part Raphaël Tervel. C'est là où vous allez voir que je suis vraiment beaucoup le handball. En fait, il n'y a que Raphaël Tervel qui joue à l'étranger aujourd'hui si on regarde les internationales françaises. Il y en a encore quelques-unes, mais c'est pas... Je suis même pas sûr qu'il y en ait encore d'ailleurs. Le truc qui se passe, c'est qu'elles sont revenues aussi en France et j'ai eu la chance d'en discuter avec Patricia Sorina en début de saison, qui est la présidente de la Ligue féminine de handball, qui me disait on a un avantage en France, c'est que on paye les joueuses. C'est-à-dire que toutes les joueuses qui étaient parties je vais pas dire dans les championnats exotiques, mais qui étaient parties par exemple en Espagne, qui est un pays qui est très gravement touché par la crise, à tous les niveaux, que ce soit économique, sportif. Il y a eu pas mal d'équipes qui ont eu des retards sur les salaires, qui ont eu des difficultés financières, peut-être un peu moins marquées au Danemark et dans d'autres pays. Mais les joueuses sont revenues en France. Malheureusement, je pense que je pense pas qu'il y aura une grosse exode cette année. Mais effectivement, c'est des joueurs cadres qui partent. C'est Alixane Pinault, c'est Amandine Leno, ça va être Claudine Mendy. Et malheureusement, en plus, c'est toutes des Messines. Donc, je pense que la pauvre équipe de Metz va être un peu saignée à blanc. Mais je pense qu'en fait, ces joueuses-là, au-delà de l'aspect financier, parce qu'elles vont quand même rejoindre des gros clubs avec une grosse puissance, elles ont aussi une ambition sportive que malheureusement, on ne peut pas encore avoir en France. Voilà. Alors c'est un peu dommage pour le championnat de France. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup de joueuses qui vont quand même rester. Je pense notamment aux joueuses qui jouent à Arvor, puisque Cléo Darleux va rester à Arvor. Il est probable que comment elle s'appelle, Alexandra Lacrabert reste à Arvor aussi. Il y a aussi pas mal d'internationales françaises qui vont changer de club mais rester en France. J'ai fait un petit article, je prépare un petit article là-dessus, sur aussi le chassé-croisé qu'il va y avoir sur les gardiennes, parce que du fait que Amandine Leno, s'en aille de Metz, il y a un gros chassé-croisé et un gros jeu de chaise musicale qui va se jouer entre les gardiennes. Donc c'est un peu ça qui va se passer, et c'est un peu ça qui se passe aussi tous les ans. Alors pour les gardiennes c'est une nouveauté, mais pour les joueuses à d'autres postes c'est quand même assez récurrent. On a la chance d'avoir un championnat qui progresse, qui se professionnalise. J'espère que dans quelques temps on va avoir une équipe de Metz par exemple qui pourra éventuellement atteindre le dernier carré de la Coupe d'Europe. Ça, ce serait déjà une belle chose. Ouais. Dernière petite question, en partant de l'hypothèse que l'équipe de France féminine se qualifie pour les Jeux Olympiques, tu les vois aller jusqu'au bout? Jusqu'au bout, c'est peut-être beaucoup dire. Il y a beaucoup de paramètres. Je pense pas qu'elles aient un niveau au-dessus des autres. Elles ont fait un bon championnat du monde cet hiver. Je pense qu'elles peuvent viser une médaille. Je vais être honnête, je vais essayer d'être le plus honnête possible et le plus objectif. Je pense qu'elles peuvent viser une médaille. Parler de titre, je pense que c'est un peu tôt. Je pense que quand elles seront dans le dernier carré, ou au moins, alors je n'ai pas le souvenir de comment se déroule exactement la compétition olympique, je ne sais plus s'il y a des quarts de finale ou pas, mais dès l'instant où elles seront en demi-finale, je pense qu'on pourra penser au titre. Maintenant, déjà, si elles arrivent avec un objectif de médaille, tout simplement, elles peuvent le faire. Elles ont la capacité de le faire. Je dirais qu'il y a aussi
une petite chance, c'est que pour Metz, qui est entre guillemets éliminé de la Coupe d'Europe, du coup il va y avoir un peu moins de matchs, donc les filles vont peut-être arriver un peu plus fraîches. Il faut savoir que la saison va quand même être très très longue pour elles. Il y a eu des compétitions l'été dernier. Elles ont repris avec des matchs de qualification pour les championnats du monde et le championnat d'Europe dès septembre. Après ces qualifications, elles ont enchaîné avec le championnat. Les internationales sont parties au championnat du monde. Il y a eu la Coupe de la Ligue entre Noël et Jour de l'An. Les filles sont revenues. Elles sont reparties dans les clubs elles ont eu une semaine de repos. Elles sont reparties dans les clubs, je crois, dès la deuxième semaine de janvier. J'en ai discuté d'ailleurs à ce moment-là avec comment elle s'appelle, avec Cléopâtre Darleux, qui me disait qu'elle était un peu cuite. Donc la saison va être très très longue et je pense que la fraîcheur va jouer beaucoup. Et ce que j'espère surtout pour l'équipe de France, c'est effectivement qu'elle se qualifie, ce qui pourrait permettre à Alison Pinault de participer à ces JO. Je pense que vous êtes tous des observateurs au moins de l'équipe de France féminine. Quand vous avez Alison Pinault dans une équipe, ça vous gère quand même un minimum de 5 à 7 buts par match, ce qui n'est pas négligeable pour l'équipe de France. Ouais, effectivement. Écoute, Florian, je pense qu'on a été complet. J'espère que j'ai pas trop parlé. Je suis très bavard. Non, impeccable. Au plaisir, comme je vous l'ai dit, vous serez le bienvenu quand on aura, on en a peu, mais ça nous arrive, des sportives, des handballeuses féminines. Donc, ça au moins pour le TQO, hein, j'espère qu'on aura Valérie Nicolas, donc c'est qualifié pour le TQO. Si tout va bien, je crois qu'elle devrait être comme consultante pour Sport Plus en plus, donc hop, là, double petit lapsus. Mais effectivement, si elle est consultante, elle sera sur place, donc en plus elle verra, elle, avec son expérience, tout ce qui se passe, l'état physique des joueuses. Elle est aussi consultante, entre guillemets, hein, pour RTS, comme au championnat du monde au Brésil, et on aura besoin un peu d'un expert en ce qui concerne les handballeuses, donc ça sera avec plaisir de vous recevoir à ce moment-là, Florian. N'hésitez pas, je serais ravi de revenir sur l'antenne de RTS. Et pourquoi pas, comme on l'a dit, un partenariat pour un concours avec Femmes de Sport. On en reparlera très bientôt, suivez les réseaux sociaux. Florian, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à bientôt. tous. À bientôt. Ciao. Merci, au revoir. Merci. Voilà, il est 21h10. Le temps pour moi de vous donner un rendez-vous, c'est dimanche. C'est la finale de la Coupe de France, Montpellier-Ivry. On a déjà donné les pronos, donc on va pas réenchérir là-dessus. Prochaine journée du championnat, c'est le 21 avril, notamment avec Dunkerque-Nîmes, Ivry-Cesson, Montpellier-Célestat, Nantes-Istres, Paris-Tremblay, Saint-Raphaël, Créteil et Toulouse-Chambéry. Un gros match, hein, Toulouse-Chambéry. Donc voilà, ça sera le 21 avril. Benoît, je vais te demander un peu comment va être faite ta semaine. J'imagine entraînement quoi. On a un match de mercredi, pardon. Contre la Corée, je crois, c'est ça? Voilà, exactement. Donc j'invite tous les gens qui sont pas loin de Torcy et qui nous écoutent à venir voir le match. Je pense que ça peut être assez sympathique. C'est une équipe qu'on n'a pas l'habitude de voir, assez atypique, avec des joueurs qui sont un peu virevoltants et un peu déroutants, je pense. Donc ça peut être un match assez plaisant. Donc mercredi soir à 19h30, je crois, à Torcy. Donc il y a un Tremblay-Corée qui peut être intéressant. Et la fin de semaine va être encore axée sur les soins et la prépa physique, puisqu'on a encore pas mal de petits bobos. Pour ensuite avoir une semaine complète juste avant le match, notre déplacement qui s'avère déjà très important à Paris, le vendredi 20 avril. Et voilà, la date est prise. Stade, demain, c'est le débris du national suivi de Quand on aime le foot, on parle foot. Et mercredi, c'est Liberté pour les auditeurs. Ouais, comme d'habitude, une bonne émission avec beaucoup de débats. Hein, donc, soyez au rendez-vous. Je vais pas dévoiler tout de suite le programme de l'émission. Il faudra être présent bientôt. Il faudra être présent. Thomas, je crois que tu as du boulot, notamment avec l'excellent Sébastien Bosquet et un peu, on va pas dire une cassure, mais c'est vrai qu'on était un peu surpris de Dunkerque et de son avenir, peut-être qui est pas du côté justement de la ville du Nord, donc un peu bizarre, mais je pense que tu pourras nous retranscrire tout ça et on pourra le lire très rapidement sur Une Planète.
Ouais, ça va être la phrase choc qui nous a surpris un peu, mais c'est bien, on a eu une sorte d'exclus, donc c'est bien, et c'est vrai que ça m'a tout surpris, cette révélation. Voilà. Donc la semaine prochaine, Sébastien Ostertag normalement sera avec nous, Benoît. Oui, je pense qu'il sera là. Il était désolé de ne pas pouvoir venir ce soir, mais il va faire son possible pour être parmi nous lundi prochain. Donc Sébastien Ostertag et pourquoi pas un autre expert, on en sera ravis. Et on parlera forcément de Montpellier-Ivry, la finale de la Coupe de France, qui devrait normalement en toute logique voir le sacre des Montpelliérains sans Karabatic blessé. Normalement, c'est un peu la dernière info. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, restez à l'écoute, n'oubliez pas, demain c'est le débrief, et quand on aime le foot, on parle foot. Mercredi, c'est Liberté pour les auditeurs, jeudi le Motor Show, vous avez l'habitude, et tous les jours à partir de 20h30, c'est le Flash Sport. Bonne soirée à tous, et à lundi, messieurs. Ciao. Bye bye. Salut. Salut à tous, vous écoutez RTS, c'est Frédéric Brindel. Comme vous, je peux pas décrocher de cette radio, elle est vraiment bien. Voilà, on n'est plus en direct. On n'est plus en direct, monsieur. D'accord.